Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Jean-François. Bonsoir. Jean-François Ravagnan, je suis ravi de vous avoir pour ce très beau film que j'ai eu l'occasion de voir un peu avant tout le monde parce qu'il sort. Il sort ce soir et puis ça va rester un petit peu en salle. On donnera les salles plus tard. Ça s'appelle La Dernière Rive. Très beau titre avec double sens, j'ai l'impression. Avant de parler de La Dernière Rive, trois petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Vous répondez un peu du tac au tac, Jean-François. Si vous étiez en sentiment, vous seriez quoi? La nostalgie. Ah oui, c'est un peu triste ça, non? Non, parce que pour moi, nostalgie va avec mémoire. Et donc, puisque le film est finalement la mémoire et le vécu d'une personne disparue, ouais. Je pense que c'est important de se rappeler les gens qui nous ont entourés, les disparus. Et en fait, ils continuent à vivre en nous, en fait. Ouais. Et donc, je pense que la nostalgie est quelque chose de très positif. C'est un petit peu ce qui est dit d'ailleurs à la fin du film. Hein. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où. Un désert. Ah oui. Pourquoi? Parce que pour moi, le désert, c'est comme une page blanche, en fait. C'est comme une page neutre et que le désert, on peut l'habiter de différentes manières, en fait. Ouais. De nouveau, par la mémoire, par les souvenirs. C'est de là que sont nées les grandes spiritualités aussi, évidemment. Peut-être, oui. Et si vous étiez un film, une référence de film qui vous a donné, par exemple, l'envie de faire ce métier? Alors, c'est pas un film qui m'a donné envie de faire ce métier, mais c'est un film qui m'a bouleversé, qui a changé ma vie. C'est La Jetée de Chris Marker. Ah ouais. Qui est pour moi un film incroyable sur le rapport au temps, le rapport à la mémoire, aux souvenirs aussi, puisque c'est aussi l'histoire de la disparition de quelqu'un. C'est un très court film, uniquement avec des photos, mais à chaque fois que je le regarde, je le redécouvre et je me plonge dans d'autres choses à chaque fois. Ouais, vous donnez envie, vous nous donnez envie d'aller le revoir là. La Jetée, on ira voir peut-être dans les vidéoclubs ou sur internet. En tout cas, ce soir, on va parler de La Dernière Rive et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Bo wi o nene am addu jungo en jafodira wi akam nene am muña dañen cakkisemi ɗum yi an ɗum hunde o ko jikki eyyi pare noon wona kam tan noon fayda gimmiɗo kala si tawi ko hamme immini ɗum e nokku bammuneya aɗa andi ɗanngal koni wayno jibinande ni paare am nde yoloto mi anda ko kewi ba mi anda kulle muɗum ha mi anda ko kariɗo mi anda Voilà, bande-annonce de La Dernière Rive. C'est difficile d'atterrir ici en plein Bruxelles après parce que ça nous emmène très très loin, dans tous les sens du terme, je trouve, ce film. Quel film tout de même, quelle histoire aussi. Tout a démarré à partir d'une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. On est en 2017, à Venise, sur le Grand Canal, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé ? En janvier 2017, il y a une vidéo qui se répand d'abord sur Facebook et puis qui est reprise par les chaînes de télévision, aussi commentée par différents journaux en Italie, en Belgique, en France. Ouais. On y voit, filmé avec un téléphone portable, le corps d'une personne en train de se noyer dans les eaux du Grand Canal. On est face à la gare de Santa Lucia. Et très très vite, on entend des cris et surtout une parole
raciste, déshumanisante envers cette personne en disant ben, tu n'as qu'à rentrer chez toi, tu n'as qu'à nager, tu ne sais pas nager, pourquoi et donc il y a quelque chose d'effroyable qui se passe en très peu de temps puisque la vidéo dure à peine 2 minutes. À ce moment-là, quand vous l'avez vu, c'était il y a quelques années, vous pensiez déjà à faire quelque chose avec ça ou pas du tout? Ou ça vous est revenu plus tard? Non, c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo, je n'ai pas tout de suite pensé à faire un film. J'ai d'abord été dans un sentiment d'effroi, de colère. Et en revoyant la vidéo et surtout en la réécoutant, en essayant d'écouter, parce qu'il y a énormément de confusion dans ce court extrait, exactement ce qui se disait. Et j'ai eu envie, un peu comme une obsession, de savoir ce qu'il y avait derrière ces images. Qui était cette personne? Puisque finalement, les médias ont continué l'actualité et il n'y avait que 3 éléments qui étaient connus. C'était le nom de cette personne, Pathé Sabali, son âge, 22 ans, et son origine, Gambie. Gambie. Et vous l'avez retrouvé, enfin vous avez retrouvé en tout cas sa famille, le village d'où il était parti. La caméra, juste après cette vidéo, elle bascule dans le flou. On est toujours un peu à Venise et puis il y a une voix off qui commence à arriver. On ne sait pas trop qui parle. Et petit à petit, c'est comme une enquête en fait. Ce film est monté, j'ai l'impression, comme une enquête au sens large du terme sur Pathé. C'était l'envie de pouvoir réhumaniser justement Pathé Sabali qui avait été déshumanisé par cette vidéo-là. Et la famille, après évidemment une approche, après tout un travail de confiance à installer, a accepté de me raconter, de faire le portrait d'un défunt, mais à travers leurs paroles. Donc c'est faire le portrait d'un disparu avec les vivants. Et donc finalement, oui, on est peut-être dans une enquête, mais très très vite, on bascule dans le point de vue de cette famille. Oui, complètement. Et par rapport à ces images de Venise qui sont floues… et qui sont très chaudes, c'est des couleurs très chaudes. Ouais. C'est paradoxal parce que juste avant, c'est glacial. Oui, en fait, on s'est rendu compte quand le film était fini, parce que voilà, on travaille, on n'est pas toujours dans la réflexion, dans l'intellectualisation de ce qu'on fait. On s'est rendu compte en fait que le film qui suit ces vidéos, c'est le contre-champ de la vidéo en fait. C'est-à-dire que la vidéo, elle est froide, elle est rapide, elle est pixelisée. Nous, on va faire le contraire, on va prendre le temps simplement de réhumaniser Pathé, de faire son portrait et d'écouter les survivants. Voilà, et de comprendre aussi pourquoi il est parti, pourquoi il a quitté ce village de Gambie à travers sa mère, son père, son grand frère. Et on pèse la douleur de ceux qui restent. On n'en parle pas souvent aussi quand on évoque ces sujets-là. Il y a tous ceux qui restent aussi, qui sont dans l'attente pour la mère, dans l'inconnu, etc. Donc la douleur d'avoir perdu le fils, le frère. La douleur aussi de l'avoir vu partir, cette douleur qui précédait. De l'avoir vu partir et même aussi repartir. Et repartir, oui. Parce qu'il est rentré, donc son parcours est singulier. Et incroyable. Il est revenu au village, il a hésité à repartir, mais il voulait repartir simplement pour renouveler ses papiers. Ouais, parce qu'il a eu des papiers très vite. Très vite, oui. Et donc on peut sentir une culpabilité aussi de leur part de l'avoir laissé repartir vers l'Europe. Oui, et un isolement aussi de ces personnes. La mère qui est un peu traitée de sorcière aussi, parce qu'elle aurait laissé peut-être tuer son fils, ou enfin voilà, on les isole un peu du village. Le père est fort seul aussi, le grand frère aussi. Oui. Ils sont un petit peu avec les animaux, etc. Mais on ne sent pas le village autour. Non, alors il y avait 2 choses. C'est vrai, il y a cet isolement qui est créé aussi par cette histoire, puisque c'est une histoire quand même assez atypique au village, et donc on les prend quelque part pour… on prend ça un peu comme une malédiction en fait. Et donc oui, ils sont mis à part au village. Et aussi, quand on a commencé à faire le film, je parlais bien sûr aussi de réduire la distance à l'autre, d'essayer de trouver sa positionnalité. Et aussi, on s'est dit, voilà, il y a la parole vraiment du premier cercle. Et le village, finalement, est quelque chose d'extérieur. On le sent très fort au son, mais on ne le sent pas à l'image parce que je voulais rester sur ces 3 personnes. Ouais, c'est un film sur le deuil, et évidemment, sur l'incompréhension. Et sur la santé mentale aussi, parce que ça aussi c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans ces cadres-là. Pathé, il est devenu presque fou en fait. Alors ça, ce sont nos mots avec notre point de vue, on va dire, bien sûr, européen, de dire voilà, il est devenu fou. Centré, Ce que j'ai vraiment réalisé aussi, c'est qu'en écoutant la parole là-bas au village, c'est que le rapport au corps, le rapport à la mémoire, le rapport aussi au deuil est très différent. Et donc par rapport à la folie, ce que nous percevons comme étant peut-être de la folie, ils vont peut-être l'expliquer d'une manière différente. Et donc, ils ne disent pas ce mot-là d'ailleurs. Non, ils ne disent pas la folie, jamais.
Ils disent c'est une maladie, quelque chose s'est passé. En tout cas, lorsqu'il est revenu, il n'était plus le même. On le sentait bien, il parlait moins, il était à l'écart. Donc on sent que quelque chose s'est passé, s'est produit en lui. Et c'est que lorsque j'ai retrouvé son colocataire à Malte, avec qui il a vécu quelques mois, lui, il va un peu plus loin. On est un peu plus dans le concret, ouais. Parce que lui, il me dit que son travail était assez précaire, qu'il y avait finalement très peu de contact avec le pays, que Pathé voulait absolument réussir. Et donc on peut sentir à travers le regard de cette personne qui a traversé, qui était avec lui, toute la pression, tout le poids. Et donc on peut aussi, à travers ça, imaginer l'énorme pression que ces jeunes garçons, puisque c'est majoritairement des jeunes garçons qui quittent les villages, mais bien sûr il y a des enfants. C'est ce que dit la mère d'ailleurs, elle dit c'est toujours les hommes qui partent. Voilà, mais il y a aussi des femmes en route, des enfants aussi. Et donc on peut imaginer qu'après avoir traversé toutes ces choses, ils arrivent dans une Europe qui est froide. C'est un des mots du père, il dit l'Europe est froide, mais pas au niveau de la température, mais au niveau du ressenti. Et donc, bien sûr, il y a une pression psychologique. Il y a aussi beaucoup de plans suggestifs. L'image est très belle, votre chef-op est excellent. Parce qu'évidemment, on ne peut pas montrer tout le parcours, mais il y a des plans, par exemple, sur la montagne qui sont très très beaux, où on sent qu'effectivement, c'est le voyage vers le nord, puis on voit une mosquée à un moment donné, puis on s'imagine qu'il commence à traverser la mer. Comment vous avez construit ce film? Alors, le film s'est d'abord construit au niveau du son. C'est-à-dire que je me suis très vite rendu compte que ça allait être compliqué de pratiquer un type d'interview plutôt traditionnel. Et donc, on a d'abord essayé de créer un espace sécurisé là-bas au village pour que la parole puisse se révéler. Donc, vous les laissiez parler, vous enregistriez tout ça? On a enregistré tout ça et je me souviens très très bien qu'après une journée, j'étais accompagné d'une remarquable traductrice qui m'aidait à comprendre le Peul, mais aussi m'aidait à comprendre la dynamique du village aussi. Donc c'était très important. Et je me souviens qu'il y a une coupure de courant là où on était, parce qu'au village il n'y a pas d'électricité, on était en dehors et on était plongé dans le noir avec juste le son et vraiment cette forêt tout autour de nous. Je me suis dit mais on est presque déjà dans une salle de cinéma en fait, avec la puissance de l'oralité. Et je me suis dit, il faut essayer de faire un film de voix, un film de récit avec vraiment la force de l'oralité. Ouais, de voix, effectivement, de son de la nature, elle est très, très présente. Puis il y a ce plan très beau, on voit je crois que c'est le père ou le frère qui amène les bêtes à la rivière. Enfin, toutes ces scènes-là qu'on n'oublie pas, je trouve, elles sont très fortes. Il y a beaucoup c'est très sensoriel en fait. En fait, c'est ce que j'ai ressenti parce que, de nouveau, il y a un rapport à la nature qui est différent. Il y a un rythme aussi qui est très, très, très différent. Et je voulais aussi faire partager le fait que Pathé a quitté cet endroit. On va le quitter, on va aller vers la ville et puis on va aller vers tout un voyage. Et donc les images sont venues bien plus tard quand tout le récit a été construit par cette voix off. On s'est dit comment essayer de trouver les images qui vont supporter la parole au lieu de la réduire. Et donc on est quelque part dans un équilibre entre un film qu'on écoute et un film qu'on regarde. Exactement. Avec beaucoup de flou aussi quand on parle d'Europe. Malte est un peu flou. Oui, on est de nuit, on ne sait pas très bien. Complètement. C'est un film magnifique, c'est un film profond. Qu'on vous conseille évidemment d'aller voir. Ça sort ce soir en avant-première, comme on dit, ça c'est à Flagey, et puis dans plusieurs salles pour les Liégeois au Grignou évidemment, et puis au Palace. Et au Palace pour les Bruxellois et tous les autres. Allez voir ce film, ça s'appelle La Dernière Rive. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-François d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.